Yo tout le monde, ça y est, le chapitre 81 de Boruto est sorti, ou je devrais plutôt dire le premier chapitre de la deuxième partie du manga, sobrement intitulé Boruto Two Blue Vortex. Comme je l'avais dit dans ma review du chapitre 80, je faisais partie de ceux qui s'attendaient à une ellipse, et j'ai pas été déçu vu que ici on retrouve nos personnages 3 ans plus tard. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas mal hésité avant de vous en faire une review, parce que pour moi on est sur un chapitre de transition et il y a pas mal d'exposition, donc j'avais pas masse de trucs à dire. Mais bon, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, et après plusieurs relectures, je me suis dit après tout pourquoi pas, et puis si je peux surfer un peu sur la hype Boruto en ce moment, pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Bon visionnage. Bon, comme j'ai dit en intro, le chapitre commence avec une grosse scène d'exposition où on retrouve Sarada qui essaye encore de défendre la cause de Boruto auprès du nouveau Hokage, le 8ème du nom qui n'est ni Konohamaru, ni Kawaki comme certains l'avaient théorisé. C'est pas non plus Kakashi qui a repris son poste, visiblement le mec est pas stressé et reste absent du manga malgré la mort présumée de son élève Naruto. Non, le 8ème Hokage n'est autre que... Shikamaru. Bon, en vrai, c'est assez cohérent quand on connaît l'importance de Shikamaru dans le village, mais forcément, on s'attendait un peu à un plot twist sur l'identité du remplaçant de Naruto. Mais bon, c'est pas bien grave, et perso, j'ai toujours surkiffé le personnage de Shikamaru, et dans Boruto, c'est vraiment le GOAT, donc perso, ça me va. Bref, accompagné par Konohamaru qui a l'air d'être son conseiller, Shikamaru écoute Sarada essayer de défendre Boruto sûrement pour la genre 1000e fois, vu que pour rappel, ça fait 3 ans que l'omnipotence a été lancée, et que Naruto et Hinata ont été soi-disant tués. Et en fait, c'est pour ça que je parle de scène d'exposition. On a littéralement les 5 premières pages du chapitre qui nous disent exactement ce qu'on savait déjà, à savoir que Boruto est accusé d'avoir tué le Hokage, qu'il a déserté le village avec Sasuke et que tout le monde le croit effectivement coupable, à quelques exceptions près, dont Sarada bien sûr. On peut quand même noter que Sarada reste déterminé à être Hokage, et j'ai beaucoup aimé la scène où Shikamaru la menace de rester Genin toute sa vie si elle continue à en faire qu'à sa tête, mais où elle réaffirme son admiration pour Naruto, qui lui aussi est resté très longtemps Genin et est pourtant devenu Hokage. Ça montre vraiment toute la détermination de Sarada, dont on peut noter que le chara-design est vraiment sympa. J'avais vu plein de gens se plaindre, mais au final ça rend bien arrêter d'être aigri. On peut aussi noter que cette scène où Shikamaru menace Sarada de rester Genin, en gros elle décanonise complètement l'arc du 2e examen Chunin dans l'anime, mais bon, au final rien de surprenant à ça. Bref, après 2 pages très stylées où on revoit Hinata et Naruto figés dans le temps et où on comprend que Kawaki avec son nouveau design de punk à chien peut accéder à sa dimension Daikokuten et s'y déplacer librement sans être affecté par l'arrêt du temps, malheureusement j'ai envie de dire on a encore le droit à de l'exposition. Et attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est sûr qu'il faut que les auteurs puissent reposer les enjeux pour pouvoir re-rentrer dans le vif du sujet, mais faut admettre que du coup, on n'apprend pas grand chose dans ce début de chapitre. En tout cas pas en ce qui concerne la trame principale. Je dis ça parce que la scène d'après, on retrouve Sarada et Sumire qui discutent de l'effet qu'a eu l'omnipotence sur les villageois. On nous y reconfirme ce que disait déjà Sasuke dans le chapitre précédent, à savoir que le Shinjutsu Deida agit en continu sur les esprits pour réprimer tout doute potentiel de ses victimes. En gros, au début, presque tout le monde ressentait des contradictions par rapport au corps modifié de Kawaki, censé être né à Konoha ou à ses pouvoirs liés à Ishiki et non Momoshiki comme ça devrait être le cas. Donc là encore rien de nouveau puisque Sasuke expliquait déjà ça à Boruto dans le dernier chapitre. Mais voilà, après 3 ans de bourrage de crâne, tout le monde a fini par réprimer totalement ses doutes. Mais bon, encore une fois, c'est un effet d'omnipotence dont on parlait déjà dans la review du chapitre précédent, donc je vais pas y passer la journée. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que dès la scène d'après, on apprend qu'Eida tente d'en savoir plus sur le fonctionnement de ses pouvoirs, qui semblaient totalement la dépasser 3 ans avant. Elle explique à Sarada et Sumire les origines et le fonctionnement d'omnipotence, en ajoutant que c'est la manifestation d'un désir de l'utilisateur, et qu'en l'occurrence c'est celui de Kawaki qui s'est manifesté. Donc encore une fois, on n'apprend rien ici, mais ce qui est intéressant c'est la position d'Eida, qui a l'air de vouloir comprendre ses pouvoirs, comme si ses expériences précédentes avec omnipotence l'avaient encouragé à vouloir mieux les maîtriser. On peut aussi noter que les designs d'Eida et Daemon n'ont pas changé du tout en 3 ans, donc on comprend que les cyborgs ne vieillissent pas, en tout cas pas normalement. Donc voilà, si jamais la liste de leurs pouvoirs cheatés était pas assez longue, on peut rajouter ça. Toujours au sujet d'Eida, elle nous confirme cette fois sans ambiguïté les 2 façons qu'on a de ne pas être affecté par omnipotence. La première, on le savait déjà, c'est d'être un Otsutsuki, et la seconde, on s'en doutait mais maintenant c'est confirmé, c'est d'avoir un lien du sang avec Eida, ce qui explique pourquoi Daemon est épargné. Bon, sinon, Eida dit à Sarada et Sumire de laisser tomber l'idée de dissiper les effets de l'omnipotence sur Konoha, et elle s'étonne d'ailleurs que Sarada et Sumire soient pas affectés par son Shinjutsu. Et c'est un peu ça que j'ai envie de reprocher au chapitre en fait. Je veux dire, ça fait 3 ans qu'elle est au courant, et on nous fait comprendre que ça fait à peu près autant de temps que Sarada fait des scènes à Shikamaru pour essayer de défendre Boruto, et genre c'est que maintenant qu'Eida trouve ça suspect. Alors je comprends
bien que c'est important de poser un peu tous les enjeux, et le fait que Sarada et Sumire soient insensibles aux omnipotences d'Aida, que ce soit celle de Kawaki ou celle du charme, c'est un élément très important du récit, mais Imo y avait vraiment moyen d'amener ça plus finement, parce que là c'est à se demander si Aida elle est pas un peu longue à la détente. Enfin bref, c'est pas bien grave. Le chapitre continue et on retrouve Kawaki et Mitsuki. Et comme pour les autres, je suis obligé de m'arrêter un peu sur le design de Mitsuki que je trouve vraiment incroyable. Regardez-moi ce flow, waouh. Bref, comme attendu, Mitsuki suit Kawaki partout où il va et il guette la moindre apparition de Boruto pour essayer de le tuer. Dans ma review précédente, je disais que je savais pas trop où Kishimoto voulait aller avec Mitsuki, et je pense qu'en fait le personnage nous réserve un truc. Alors, c'est clair qu'il est affecté par omnipotence, ça y a vraiment aucun doute. Il se comporte avec Kawaki exactement comme il le faisait avec Boruto, mais je sais pas, j'ai l'impression que Kishimoto cuisine un truc avec ce perso. En tout cas, j'espère. Parce que je sais pas si c'est juste moi, mais sur cette page, j'ai l'impression que Kishimoto et Ikemoto essayent de nous teaser un Mitsuki qui commence à douter de sa loyauté envers Kawaki, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, peut-être qu'il a juste le seum parce que Kawaki le calcule pas trop, mais perso, j'ai le sentiment que ça annonce un potentiel retournement de veste de Mitsuki. Après ça, on retrouve Himawari qui s'entraîne avec Chocho, et elles sont rejointes par Shikadai et Inojin, qui ressemblent clairement à une ménagère de 45 ans, c'est quoi ça? Enfin bref, là pareil, je voudrais surtout pas faire le mec aigri, mais Himawari explique à la team Inoshikacho qu'elle s'entraîne pour devenir plus forte et pour pouvoir aider Boruto. Et alors, ok, j'ai aucun problème avec le fait qu'Himawari ait un niveau de résistance plus élevé que les autres au Shinjutsu d'Aida, après tout c'est même logique, on nous teasait un grand pouvoir chez Himawari via Daimon, et ça reste la sœur de Boruto et la fille de Naruto, mais le fait que les auteurs aient choisi de lui faire remettre en question la mort de son père et la culpabilité de Boruto on panel devant les autres, je peux pas m'empêcher de trouver que ça manque de subtilité. Et vous allez me dire, ouais mais c'est une gamine, elle est naïve, etc. Et ok, je suis d'accord, mais encore une fois, pour moi ça ressemble à une façon assez expéditive de poser les enjeux du personnage d'Himawari, et franchement je trouve ça un petit peu dommage. Enfin bref, le chapitre se poursuit avec Kawaki qui fait disparaître les dernières marques de code retrouvées dans le village avec son Sukuna Ikona, mais il remarque que certains villageois ont été directement marqués par les griffes de code. On sait pas exactement comment Code a pu faire ça, mais pour rappel, il avait fait la même chose à Shikamaru dans le chapitre 69, et même si Shikamaru avait cramé, bah c'est sûr que des shinobi random ou même des villageois non combattants auraient très bien pu se faire marquer par les griffes de Code sans même s'en rendre compte. Et du coup, ça devient le bordel à Konoha, et plusieurs mini-jubi commencent à spawn sur des villageois. Kawaki et Sarada interviennent pour défendre les villageois, logique, mais Code fait son apparition. Et c'est là qu'on a les infos les plus intéressantes du chapitre. Comme on sait, Code a aussi été touché par omnipotence, et il en a donc après Boruto qu'il croit responsable de la mort d'Ishiki. Plus tôt dans le chapitre, on nous fait comprendre que Code restait loin de Konoha vu que sa priorité restait de tuer Boruto, qui avait justement déserté le village. Mais quand il arrive à Konoha dans le chapitre, Code il nous dit un truc super intéressant. En fait, il confronte Sarada, et cette dernière, elle lui rappelle que Boruto n'est plus là depuis 3 ans, ce à quoi Code répond bien sûr qu'il est au courant, et que ça fait 2 ans qu'il est à sa poursuite. Et là, normalement, vous me voyez venir. 3 ans que Boruto a déserté, mais 2 ans que Code le recherche. Bizarre. En fait, ça implique forcément qu'ils se sont croisés 1 an après le début de l'ellipse. Même mieux, on voit que Code a maintenant une cicatrice sur son œil gauche. Donc il y a très certainement eu un combat entre Code, Boruto et probablement Sasuke. Donc Boruto et Sasuke ont réussi à blesser Code il y a environ 2 ans, et ils ont réussi à le fuir depuis. Et alors, j'ai vu des gens dire que Sasuke était probablement mort pendant l'affrontement, et je vous avoue que c'est une possibilité à pas écarter, mais je vais être très franc avec vous, faire mourir Sasuke off-panel, pour moi c'est juste inconcevable. Sasuke Uchiwa quoi, le deuxième personnage le plus important de l'œuvre originale. Impossible qu'il soit mort off-screen, à moins qu'on ait ensuite un flashback, mais même là honnêtement je trouverais ça très décevant. Bref, Code explique ensuite qu'il attaque Konoha pour attirer Boruto parce que justement il en a marre de le rechercher, et c'était plutôt bien vu puisque juste avant que ces mini-jubi attaquent Sarada, Boruto débarque de nulle part et il essuie tranquillement sa chaussure sur la tête de Golem de Code. Vraiment ce perso il se fait jamais respecter, c'est abusé. Le chapitre se termine donc sur l'arrivée de Boruto qui porte la cape, la ceinture et le katana de Sasuke, prêt à protéger son village de Code et de son armée, et sur la réaction de Kawaki qui a ressenti le retour de son frère. Voilà, comme j'ai dit, on est vraiment sur un chapitre de transition qui sert à réintroduire les personnages, reposer les enjeux et qui prépare le terrain pour la triple confrontation entre Boruto le GOAT, Kawaki le punk à chien et Code le golem 100% argile, et j'espère vraiment qu'on aura des explications sur le statut de Sasuke dès le prochain chapitre, qui a peut-être subi des grosses blessures face à Code il y a 2 ans, on va savoir, et ce serait logique finalement que Sarada veuille en savoir plus sur l'état de son paternel quand même. Du coup voilà, le chapitre était vraiment sympa, mais je pense surtout qu'il annonce du très lourd pour la suite, et ça, c'est une très bonne chose. Voilà les potos, on a fait le tour de cette courte review, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à donner vos avis et à partager vos théories dans les commentaires, et bien sûr, continuez la propagande pour Boruto. N'oubliez pas le petit like pour le soutien, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.